Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Salut, ici le Jérémy du montage. Alors avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous prévenir que nous avons eu quelques petites déconvenues techniques lors de cet enregistrement. Donc si vous trouvez que nos voix sont cheloues, qu'il y a de l'écho ici ou là ou que nos voix ressemblent par moments à des robots, c'est normal. Enfin non, ce n'est pas normal, mais ça fait partie des aléas des enregistrements à distance. Et oui, il nous arrive encore des petites galères techniques ici ou là. Bref, ce que nous raconte Aurore est très intéressant, donc j'ai préféré tout garder. Mais si ça vous gêne, vraiment, n'hésitez pas à sauter les 25 premières minutes. C'est un petit peu moins perturbé dans la seconde partie de l'interview. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on discute de la différence entre être un bon créatif versus un bon communicant. Aurore Bay partagera avec nous ses opinions et ses recommandations sur la communication en tant que créatif. Mais avant, vous n'êtes pas sans savoir que nous nous sommes donné comme objectif cette année d'atteindre 500 contributeurs sur Patreon et Tipeee. Et pour le coup, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices. Un immense merci à Anouk Vigneault, Marion Couder-Demassy, Benoît Opet, Pétula Rocher, Thomas Basse, Sylvie Delattre, Nelly Monnier, Laurent Duvou, Loubimi, Julie Bandy, Flore Cousseran, Mélanie Zezima, Grieving Cruz, Bérangère de Rennes, Mathilde Laurent, Oyana Echemendi, Jeanne Guérard, Michael Fortuna, Domi Oko, Jeanne Avril, Mélissa, a.k.a. Sino, Alban Limousin, Maria Sellar, Manuel Aldeguer, Olive Booger, Katie Horner, Jessica Jean-Paris, Yann Derienik, Laura Daniel et Clément Romier. Un grand merci. Nous sommes désormais à 253 contributeurs. Si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur www.patreon.com/sens-podcast ou sur Tipeee avec 3e.com/sens-créatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode. Ça en fait des infos. Alors, aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver en compagnie d'Aurore Bay, qui est à l'autre bout de la planète et qui s'est levée super tôt pour être avec nous ce matin, enfin midi, je sais pas trop comment je dois dire. Salut Aurore, comment tu vas? Salut les gars, bah moi ça va, je suis à peu près réveillée, c'est bon, je suis prête. Ah bien. T'es où là? Parce que je sais que tu te balades à travers le monde, mais t'es où là? Je suis à Medellín en Colombie. C'est chaud. Non, c'est très cool comme endroit. Oui, mais il fait chaud en Colombie. Oui, il fait chaud. Et là, il est tôt, donc 6h30, j'ai un bon pull quand même. Bon, il paraît que les paysages, c'est complètement dingue, la Colombie. Tu confirmes? Ouais, on n'a pas trop visité parce qu'on bosse pas mal. On n'est pas en vacances, hein, on bosse. Mais effectivement, c'est très végétalisé. Il y a des arbres partout, il y a des plantes dans tous les sens. Il y a de la montagne tout autour de la ville. Bref, trop beau, quoi. Merci infiniment de t'être levé tôt pour être avec nous aujourd'hui. Enfin, tu te lèves habituellement dans ces eaux-là, non? À peu près, ouais, parce que moi, je fais un live switch aussi tous les jours à 8h du matin pour moi, donc à 14h en France. Ah oui. Donc effectivement, j'ai l'habitude de me lever quand même un petit peu tôt. C'est trop bien de pouvoir se balader comme ça à travers le monde. C'est ouf, hein, quand même, ce voyage que tu fais. Alors pour le coup, là, c'est sûr que là, ça fait quoi? Ça fait un an il y a 2 semaines qu'on est parti de France. Et franchement, je regrette pas du tout. C'était vraiment un gros projet. T'as fait quelle destination avant? Alors on a fait 1 an en Asie, donc on est passé par la Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam et Japon. Wow, et là, c'est la première destination en Amérique latine. Et vous allez rester 3 mois, c'est ça? 3 mois par destination, ouais. Histoire d'avoir quand même le temps de se poser un petit peu et de bosser la semaine, hein. C'est pas tout le tourisme. On est pas en vacances. Ah, puis t'as toute une organisation pour trouver les lieux, pour bosser justement, tu te prépares tout ça. Va. Ça va? Franchement, ça va. En fait, il y a une grosse communauté de nomades, francophones et internationales. Et du coup, dès que tu cherches un peu sur Internet, tu trouves énormément d'articles, de blogs et de contenu autour de ça. Donc, c'est pas si compliqué. C'est comme du coach surfing, mais pour bosser, quoi. Ouais, bon, un coach surfing chez les gens pendant 3 mois. C'est du cowork, là. Alors. Tu nous prépares un petit vlog documentaire de tout ce voyage, j'espère.
Pas trop, non, parce que j'ai pas envie d'en faire ma thématique principale. Au début, j'avais un peu commencé, et puis au fur et à mesure, je me suis un peu recentrée en me disant non, mais faut pas que je m'éparpille justement dans ma communication. C'est le jeu du jour. Ouais. Mais et du coup, j'ai un peu recentré plus sur tout ce qui était vraiment mon boulot, quoi. Ça, c'est ma vie perso, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant complètement, même si je le cache pas, bien sûr, parce que c'est les gens ils le voient bien, hein, que je bouge tout le temps d'endroit, que j'ai pas tout le temps le même décor derrière moi. C'est vrai. Donc, mais c'est pas vrai, c'est pas ma thématique principale, et c'est pas quelque chose que derrière j'ai envie de faire du contenu monétisé ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Donc, je sépare les deux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager avant de plonger dans le thème du jour, évidemment, mais qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça de partir? C'est quand même pas tous les jours qu'on peut discuter avec une globe trotteuse comme toi. J'ai toujours voulu voyager. Quand j'étais au lycée, j'ai déjà fait 1 an au lycée au Mexique. Et du coup, j'étais partie en famille d'accueil. Et après, j'ai toujours voulu bosser. J'ai choisi mon taf parce que on pouvait le faire partout dans le monde. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ça a été un vrai choix. Au début, je m'étais dit, on va faire du design graphique, comme ça, au pire, je pourrais aller dans une agence à droite, à gauche, dans le monde. De toute façon, les bases de graphisme sont les mêmes partout. Et au final, en étant en freelance, c'était encore plus pratique, parce que comme ça, je savais de toute manière que j'allais partir à un moment ou à un autre, et que je voulais pouvoir être mobile, quoi. Du coup, avant de plonger dans la thématique du jour, on voudrait aussi quand même préciser quelque chose. C'est l'anniversaire d'Aurore cette semaine. Enfin, demain, c'est ton anniversaire. Donc là, en direct sur Twitch, Aurore, bon anniversaire. Oui, c'est juste. Ah si, je vois le lien, le fond d'écran. Vous pouvez applaudir sur le chat. Ouais. Merci. Ça te fait quel âge là du coup Ça me fait 29 ans demain. 29 ans. Bah bravo Yeah. d'être arrivé jusque-là. Voilà. T'as vu ça? Magnifique. 29 ans et dans le illustration game et la création de contenu depuis 2018. C'est ça, hein? C'est ça. Yes. Ouais, à peu près, effectivement. Sérieusement, 2020. C'est vrai, tu mets comment la différence entre 2018 et 2020? Sur la création de contenu, bah oui, parce que 2018-2019, j'étais vraiment que graphiste freelance. J'étais à fond plutôt là-dessus sur l'émission client, mais je publiais rien. Si je publiais 10 illustrations sur mon compte Insta dans l'année, c'était le bout du monde, quoi. C'est en 2020 où je me suis dit non, il faut que je m'améliore en illustration si je veux en proposer plus à mes clients. Que là, je me suis mise à publier tous les jours, confinement aidant. En plus, c'était encore plus simple au début d'année. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment mise à la création de contenu. Au début, comme ça, juste tout ce qui me passe par la tête, je le mets sur Insta, on verra bien. Et puis, sérieusement, depuis 2021, du coup, avec une stratégie ou vraiment avec une logique, où j'essaye de faire en sorte que ma communication serve mon business. Bah écoute, c'est totalement le sujet du jour. Dis-nous, c'est quoi la différence entre un bon créatif et un bon communicant? On est tout oui. Alors, on est parti. C'est une masterclass. Voilà, c'est pas une masterclass parce que je veux que ça reste une conversation, mais on va pouvoir débattre un petit peu Bah sur le oui, sujet bien quand sûr. même. Bah oui, c'est sûr. Bah déjà, la base de la base, est-ce que créer et communiquer sont deux choses différentes? Je pense que oui. De base, c'est même pas le même métier. En fait, on a tendance à croire qu'on est bon en communication parce qu'on a fait des études de communication. En tout cas, moi, en design graphique, c'était comme ça aussi qu'ils l'appelaient. Mais en fait, Je confirme. non. On n'est pas des communicants, on n'est pas des marketeurs dans le sens où on peut pas, avec notre diplôme, se retrouver dans n'importe quelle boîte, dans le service communication de la boîte, quoi. Pour moi, ce sont deux métiers complètement différents. Et effectivement, on se rend compte facilement, enfin, moi, en tout cas, avec tout le contenu que je crée et les élèves que j'ai sur ma formation, tout ça, je me rends bien compte que les gens ne savent même pas de quoi parler, en fait, pour présenter leur travail. Communiquer une histoire avec avec des images dans l'édition. Je pense que ceux qui sont passés par les écoles d'illustration, on prend un petit peu le storytelling à créer une petite histoire avec leurs images, que ça raconte des choses, ça fait passer des émotions. Je pense qu'ils ont des petites bases là-dessus. Mais après, quand il faut présenter cette histoire en mode je présente mon travail, c'est plus la même chose. C'est clair. On a l'impression que nos images parlent d'elles-mêmes et que en fait tout ce qu'il faut c'est un bon portfolio. Mais en réalité, c'est quand même, je trouve difficile qu'aujourd'hui, il faut être un bon illustrateur et comme tu as dit, un bon communicant, manier l'art du storytelling, du marketing. Beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ça devient difficile de s'en passer. Ils vont sûrement déjà de ça, mais ils vont vraiment se dire aussi, mais moi je suis pas un marketeur, quoi. Et c'est compliqué. Hein. Tu fais une différence entre communication et marketing et si différence il y a, qu'est-ce que tu as à en dire?
d'abord? Pour moi, alors je sais pas la différence exacte, mais comme ça, quand tu me demandes, pour moi, la communication, ça va être vraiment de savoir parler de son boulot, juste comment tu présentes, qu'est-ce que tu as envie de dire, mais ça peut être aussi bien de la communication à quelqu'un face à face. Donc, comment tu vas te présenter, toi, dans ton métier en tant que créatif, comment tu vas montrer tes derniers projets, tes dernières œuvres, art, planches, photos, je ne sais quoi. Et le marketing, c'est ce que toute entreprise, même en dehors de l'image, fait, c'est juste savoir vendre un produit. Là, pour le coup, le marketing, c'est à destination de la vente. Donc, effectivement, nous, on est beaucoup dans le personal branding, donc le marketing personnel. Donc, on se market nous-mêmes, c'est nous le produit, c'est nos connaissances et notre talent entre guillemets qui va être marketé. Que pour une autre entreprise, ça va être des vêtements, des objets, des canapés, j'en sais rien quoi. Et c'est ça en fait, je trouve la chose la plus difficile, c'est comment je me markete moi. Ou comment je markete uniquement mon art, parce qu'en plus ça diffère entre les personnes. Il y a des personnes qui veulent pas du tout eux se mettre en avant, c'est uniquement leurs images, leurs compétences, et il y a d'autres personnes qui sont ok avec le fait de marketer tout un univers, un peu comme moi je fais, où j'ai ma tête, j'ai mon travail, je fais plein de choses autour, j'ai de la création de contenu. Il y a plusieurs façons de se marketer différentes en tant que créatif, et ça faut bien le comprendre que les réseaux sociaux c'est un super atout, mais ce n'est pas non plus tout. C'est pas la seule façon de se marketer. Ça t'a pas gêné au début, le fait que ce soit, Aurore Bay, vraiment la personne, aurorebay.com, ça peut être un peu intimidant. Au début, je me rendais moins compte que maintenant. J'ai l'impression que plus j'avance, et du coup, plus j'ai de gens qui me suivent, qui répondent, qui m'envoient des messages, plus je sens un petit peu la pression autour de ce pseudo. Oui, ça devient une marque, hein, plus qu'un pseudo. Oui, c'est une marque. Ouais, exactement. Au début, je ne prenais pas du tout comme ça. C'est ce que je disais en 2020, où je publiais juste des choses sans forcément avoir une éditoriale ou sans vraiment me poser la question qu'est-ce que je fais. Donc Aurore Bay, bon, c'est mon vrai prénom et mon nom de famille coupé en deux. Donc ça a été très simple quoi. Je me posais pas la question, je mettais tout et n'importe quoi dans mes stories sur Insta et je mettais des choses sur Insta. Mais effectivement, plus ça va, plus entre guillemets, je suis plus connue et du coup, c'est devenu une marque. Maintenant, comme je bosse sur plusieurs projets. Quand je bosse sur tout ce qui est de la création de contenu, je dis que je bosse sur Aurore Bay. Ouais, c'est chelou. Ouais, c'est trop bizarre. Mais au moins, ça me permet de bien conscientiser que c'est ma marque, c'est mon entreprise. Ouais. Tout ce qui est posté sur Aurore Bay, que ce soit YouTube, Twitch, mon site, Instagram, c'est pour mon entreprise. Donc, tout ce qui va être intérieur fait partie du marketing pour pouvoir vendre des choses derrière. Parce que c'est grâce à ça que je gagne ma vie. Donc, que ce soit mes formations, que ce soit mes partenaires, donc avec des liens d'affiliation, trouver effectivement des projets partenaires pour YouTube, tout ça. YouTube aussi me rémunère. Donc, c'est la boîte. C'est ça qui va me rapporter de l'argent, moi, à Aurore Bay, pas à Aurore Bay, quoi. pour que je puisse vivre après, tous les mois, quoi. C'est multicasquette, quand même, tout ça. Ouais. Mais je pense que effectivement, ça permet de conscientiser que en fait, nos images, ce qu'on produit, pour moi, effectivement, c'est nous, bien sûr, c'est pas quelqu'un d'autre, personne. C'est un des avantages de notre métier, c'est difficilement copiable. Notre style même, avec notre patte, c'est ce qu'on sait faire, mais ça reste quand même notre entreprise, ça reste quand même notre boulot, quoi. Donc, il faut faire un peu la différence, effectivement, entre. C'est un métier passion, mais il va falloir le vendre. Il va falloir quand même trouver des moyens d'être rentable, puisque notre business model, c'est de vendre nos services, vendre nos offres ou vendre nos produits pour ceux qui ont une boutique en ligne, des choses comme ça, pour pouvoir vivre derrière. Et du coup, juste présenter des jolies images sur un compte Insta, ça va pas faire que les personnes vont venir vous voir et acheter chez vous. Pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, en 2023, je pense que c'est plus du tout le cas. J'imagine qu'à une époque, juste présenter des jolies images à des personnes, ça devait peut-être fonctionner, je ne sais pas, pour vendre. Mais aujourd'hui, il suffit d'ouvrir Insta, d'ouvrir TikTok ou YouTube, la qualité technique, pouvoir voir des centaines de milliers de belles images. C'est plus ça, en fait, qui manque. Quelqu'un qui veut trouver juste une belle image, il va la trouver sur Internet. Que ce soit sur les réseaux de quelqu'un ou que ce soit sur Pinterest, sur Google ou même sur un stock qui puisse acheter pour un petit prix. C'est pas ça, en fait, qui va faire la différence pour moi. Donc, en tant que communication, là, on va rester sur la communication exactement. Donc, moi, je vais parler beaucoup d'Insta, forcément, parce que c'est là où je connais bien. Publier juste des belles images. Aujourd'hui, c'est plus assez, en tout cas. Si, dans la logique de votre entreprise, dans votre modèle, c'est sur Instagram que vous misez votre marketing et votre communication. Pour rappel, Instagram, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi.
on peut se passer d'Instagram, on peut faire du démarchage, on peut faire du bouche à oreille, on peut aller voir des gens et communiquer en networking, je sais pas, dans des afterworks, des choses comme ça, pour essayer de trouver avec des les vraies clients. personnes. Et en fait, voilà, j'aime bien faire vraiment ce point important dans le sens où Instagram n'est pas une fin en soi. Quand on est créatif, quand on est artiste, on peut s'en passer. En fait, la première question à se poser, c'est de quoi j'ai besoin pour vivre, de combien de clients j'ai besoin pour vivre en fonction de ce que je veux vendre. En tant qu'illustrateur, est-ce que j'ai besoin de 10 000 clients par mois pour vivre? Non. Si c'est du service freelancing, peut-être que j'en ai besoin que de 3-4. Ça suffit peut-être. Et ces 3-4, est-ce que je peux me passer d'Instagram pour aller démarcher? Est-ce que je me sens capable de démarcher 3 à 4 personnes par mois? Je pense que oui, le temps que de toute façon qu'on passerait dans la création de contenu, autant le passer à démarcher du coup si on n'est pas pour les réseaux sociaux. Ouais. Mais si on veut faire autre chose qui nécessite de vendre à plus grosse échelle, du style des prints sur une boutique en ligne, le but c'est d'en vendre peut-être c'est entre 50 et 100 par mois pour pouvoir être rentable, ou de vouloir après là on revient sur la création de contenu, faire un podcast, une chaîne YouTube, avoir des partenariats derrière. Là il y a pas le choix, on peut pas démarcher une personne par une personne pour qu'ils viennent acheter nos produits ou qu'ils viennent consommer notre contenu. Donc là forcément logiquement ça va passer par de la pub, si vous avez les moyens que vous savez faire, allez-y, moi je ne sais pas, ou de la création de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher 700 de personnes, 500 personnes, puis 10 000 personnes. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil qui est gratuit. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est gratuit et c'est à la portée de tous. Il suffit d'apprendre à les utiliser. Il y a une époque, il fallait aller dans les pages chaudes et c'était ou faire de la pub dans la rue ou dans le quotidien de notre ville et ça c'était payant. Je trouve qu'on a quand même vachement de chance. Là, on a de la chance, mais ça, je trouve que c'est, comme on dit en anglais, c'est overwhelming. Avant, ça avait l'air beaucoup plus simple que là, on se dit, oh mon Dieu, il faut que je sois multicasquette, couteau suisse, il faut que je sache tout faire. Et je trouve que pour beaucoup de créatifs, ça qui n'ont peut-être pas la fibre entrepreneuriale comme toi ou comme je suis vachement impressionné parfois par la plus jeune génération. J'ai l'impression justement qui maîtrise plus les réseaux sociaux, mais parce qu'ils arrivent, c'est comme ça. C'est aussi un postulat. Quand tu n'as pas connu ce postulat-là, que tu dois t'y mettre, ça demande un sens à l'adaptation. Alors que quand tu arrives dedans, l'adaptation, elle y est pas puisque c'est que de la formation. Comment tu l'as vécu toi, Laurent, justement? Parce que j'en parlais en off, on représente un peu trois générations d'illustrateurs. Là, Laurent qui est dans le game depuis 20 ans, moi 10 ans, Aurore depuis 5 ans. Les choses. Comment est-ce que toi t'as vécu ce changement, toi, Laurent? En fait, moi je l'ai bien vécu, c'est-à-dire que j'en avais rien à faire, moi des réseaux sociaux, j'y suis pas allé, ou très peu, parce que ça fonctionnait. Donc j'avais pas la question à me poser. Mais en fait, voilà, j'ai eu un passage à vide vers 2018 et là j'ai dû me poser la question, pourquoi il y a le passage à vide? Pourquoi est-ce que tout d'un coup la source elle se tarit et que j'ai plus et que les clients que j'avais qui ont arrêté pour X raisons la collaboration, souvent c'est parce que le magazine s'arrête ou que le projet s'arrête, etc. Et forcément ou que les personnes elles changent aussi de travail, hein, les contacts que tu as sont nomades aussi de plus en plus. Et il fallait bien que ça vienne de quelque part, quoi. Et effectivement, ma communication, mon marketing étant absolument nul, parce que j'en avais pas besoin, il a bien fallu que je m'y mette. Mais moi, c'est mon caractère, c'est-à-dire si quelque chose fonctionne pas, je cherche les solutions, je m'y mets, je demande et je fais en sorte d'y arriver. Et souvent, je me contente du minimum et ça fonctionne. J'ai un petit peu changé aussi là-dessus. Mais oui, ça demande un effort. Mais j'ai pas trouvé que c'était insurmontable. Suffit de se retrousser un petit peu les manches et puis d'aller voir les bonnes informations, de faire le tri. Et au bout d'un moment, ça prend peut-être qu'il faut entre 3 et 6 mois pour se replonger vraiment dedans, mais c'est possible. Et c'est revenu, mais encore plus fort qu'avant. Donc du coup, bon move. Je regrette pas. Tu m'étonnes. Après, moi, je suis sur Insta depuis 10 ans, effectivement, dans le sens où j'ai un compte Insta, je me sers de la plateforme. Mais comme je disais, je me suis vraiment mise sur Insta en 2020, dans le sens où je publiais tout et n'importe quoi, sans ligne édito. Je pense que ça, tout le monde est capable de le faire. Donc j'ai vraiment appris à utiliser les réseaux sociaux en 2020, entre 2020 et 2021 pour YouTube, on va dire. Mais avant, j'avais zéro marketing. Ce qui fait, pour vous donner du coup les conséquences, c'est qu'en 2020, j'ai publié, juste tout ce qui me passait par la tête. Je faisais énormément de challenges. Pendant le premier confinement, c'était la fête au style et tous ces trucs-là. C'est ça qui m'a fait grandir, en fait. C'est de participer à des challenges et d'avoir de la visibilité un peu à droite, à gauche. Le challenge, c'est du coup, j'ai pris...
Voilà, où j'ai pris 20 000 abonnés du coup en 3 mois, quelque chose comme ça. C'est un Ça truc de allait fou. hyper vite et j'étais là, mais je fais quoi maintenant? Mais le souci d'avoir publié sans vraiment savoir utiliser les réseaux sociaux, sans vraiment avoir une ligne éditoriale, c'est qu'à l'époque, moi je parlais en anglais sur mon Instagram parce que je me disais anglais comme ça tout le monde Worldwide. comprend. Ouais, sauf que le problème de l'année suivante, c'est que j'ai rien en anglais à vendre aux gens. Je n'ai absolument rien du tout. Moi, mes formations et mon YouTube sont en français. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai reçu que en français. Wow, la leçon s'est vraiment mis à faire n'importe quoi. Soudainement, la voix d'Aurore ressemblait plus à la voix d'une méchante dans un film des années 80 qu'à une interview sympatoche entre amis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Aurore avait gagné beaucoup de followers, notamment pendant le confinement, qu'aujourd'hui elle en a environ 45 000, mais qu'en vrai, sur ces 45 000, seuls 12 000 sont francophones. Donc, je vous évite la voix triple écho pour reprendre gentiment notre conversation un petit peu plus loin. Ouais, Aurore, tu disais genre, je suis transparente avec vous, j'en ai que 12 000, tu vois, qui sont bankable, mais je pense qu'il y a des gens qui regardent et qui se disent non, mais même moi, je rêve d'arriver à 12 000 ou Bien de sûr. rentabiliser les réseaux, tu vois, et que peut-être eux, je sais pas, moi, ils ont 5 000 followers et ils se disent j'en ai combien de rentables, parce que j'en ai 2 000 sur les 5 000, enfin, tu vois, c'est genre, est-ce qu'il faut tout miser aussi sur les réseaux pour, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, pas forcément. Donc, bon, je renvoie des billes pour relancer la conversation. Bien sûr. Mais de toute manière, après, moi, je peux passer sur un truc où, enfin, vous expliquer un petit peu quels sont les Ouais. fondements d'une bonne communication sur les réseaux Vas-y. sociaux en tant que créatif. Vas-y. Mais même avant ça, comme je disais, les réseaux sociaux, c'est pas une obligation à 100%. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez vendre et de combien de personnes vous avez besoin pour que votre activité soit rentable pour vous, pour que vous puissiez en vivre, quoi. Donc, Ouais. c'est une balance à faire. On peut très bien commencer les premières années avec uniquement du freelancing. Comme je disais, trouver juste 4-5 clients par mois. C'est plus facile que d'essayer d'attendre 10 000 personnes tous les mois. C'est clair. C'est plus facile, vraiment. Et c'est plus simple aussi à travailler les compétences complémentaires à sa compétence principale. Moi, du coup, j'appelle ça comme ça. L'illustration, pour nous, c'est notre compétence principale. Et du coup, comment on fait en sorte que cette compétence principale soit mise en valeur, mise en avant, et qu'on arrive à la vendre sans payer quelqu'un d'autre pour le faire pour nous? Mais il n'y a pas le choix, il va falloir apprendre à marketer ça et à communiquer autour de cette compétence. Parce qu'on peut avoir le plus beau talent du monde, faire des choses incroyables, magnifiques. Si personne les voit, Ah ouais, ça rien. reste un hobby. Ça reste juste quelque chose qui est pour nous et on peut pas le monétiser. En fait, on peut pas le faire en sorte que ce soit rentable pour en vivre. Donc, il y a vraiment pas le choix, surtout aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et d'internet. Autant profiter de cet outil gratuit pour mettre en avant votre talent incroyable, magnifique, toutes les choses belles que vous pouvez produire, quoi. Et ça marche pour tous les métiers créatifs, ça marche pour la musique, ça marche pour le sport. C'est pareil. Et l'avantage qu'on a en plus aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire confiance à qui que ce soit, à la presse ou à des personnes extérieures qui ne nous connaissent pas pour nous faire de la pub pour nous. On n'est plus à l'ère des magazines où les gens pouvaient écrire quelque chose et nous on pouvait pas répondre. Donc le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir effectivement faire sur mesure notre com en fonction de ce qu'on veut, se créer le personnage que l'on veut. Ouais. Donc Mais il faut qu'on se fasse confiance aussi. Tu disais avant, il fallait faire confiance C'est ça. aux autres. Maintenant, c'est nous, mais c'est une autre paire de manches aussi de se faire confiance à soi. c'est sûr, mais je pense que autant que ce soit, je sais pas, quand tu commences en tant qu'illustrateur, imagine quand nous, il y a quelques années, on se dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens? Est-ce que j'ai envie de montrer ci, ça, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire à propos de ma pratique, à propos de mon expérience, à propos de moi, tout simplement? Tu vas pouvoir choisir exactement ce que tu vas communiquer. Donc, tu vas pas devenir une célébrité à la, je ne sais pas, une star de musique ou quoi que ce soit avec des paparazzis qui vont dire n'importe quoi sur toi. Non, c'est toi qui fais sur mesure ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout au début du podcast. Moi, le nomade digitalisme, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas ma ligne éditoriale. Les gens le savent, mais j'ai pas envie de faire du contenu là-dessus. Et je suis absolument pas obligée. J'ai choisi que mon personnage que je représentais sur les réseaux sociaux, Aurore Bay, était au nomade, ok, mais c'était juste un truc en plus, tu vois, genre anecdotique. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement le côté nomade pourrait être un atout énorme de marketing, de communication qui marche très bien. Mhm. Il y en a plein qui finalement, que ce soit des photographes ou même des voyageurs, qui basent tout sur cette communication-là. Et toi, tu as peut-être cet outil entre les mains et tu te dis, ben non en fait parce que ça rentre en conflit avec ce C'est que ça. je veux développer et je ne veux pas créer de parasitage en fait, de perturbation sur Ouais. justement la clarté de ma communication.
Exact. Je pourrais effectivement rajouter ce filtre-là en plus, dans le sens où je voudrais potentiellement parler uniquement aux illustrateurs ou aux créatifs qui veulent être nomades digitaux. Mais c'est encore un autre axe de communication, c'est un autre business, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc effectivement, je pourrais m'en l'utiliser et ça pourrait jouer en ma faveur aussi, mais ça voudrait dire, du coup, si je voulais faire ça, attirer uniquement ces personnes-là, faudrait que je fasse du contenu autour du nomade digitalisme et autour du fait que je sois freelance et nomade. Mais en vrai, moi, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas une facette de mon métier que j'ai envie d'explorer et j'ai rien à vendre avec ça derrière aujourd'hui, donc, moi, je le fais pas. Mais ça pourrait être totalement un sujet chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc pour moi, ça s'appelle une posture. Donc tu prends une posture bien définie, bien cadrée, et à partir de là, en fait, dans ton cadre, tu vas développer les choses justement qui t'intéressent et avec lesquelles tu as envie de toucher ton public. Ouais. C'est ça. Ouais, je trouve ça aussi intéressant parce qu'on pourrait avoir tendance à essayer de tout donner dans l'espoir de recueillir des petites miettes d'attention, genre coucou, je suis là, et de parler de tout et de n'importe quoi. Mais en réalité, de refocus. J'avais lu dans un livre un auteur qui disait chacun de vos proutes ne sont pas intéressants, quoi. Le mieux est de tout le temps tout partager, quoi. C'est juste genre c'est bon. Bah, ça dépend ce que tu veux vendre. En fait, ça dépend tout simplement de ce que tu veux faire. Pour moi, ça, c'est une posture de quelqu'un qui va être plutôt dans l'influence. Influence, donc tu me parlais vraiment du lifestyle. Donc, il market sa vie. Il market son univers. Oui. Donc là, oui, c'est ce que font les blogueuses mode, tout ça, ou les blogueuses lifestyle, quoi, les influenceuses lifestyle, où elles marketent aussi bien leurs vêtements, que leur maquillage, que leur bouffe, que leurs sorties, que leurs vacances, que leurs restos, que leurs enfants. Mais pour moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, c'est pas ce que je veux vendre. Et elles vivent des partenariats. Et du coup, effectivement, leur but, c'est de ramener énormément d'engagement sur leurs réseaux sociaux pour avoir des marques qui la contactent et pouvoir gagner leur vie grâce au prix des partenariats. Je pense que ici, la plupart des gens dans le chat et nous trois, c'est pas le cas. On veut on est un petit peu conscient de ça. Oui. Voilà, on est conscient de tout ça. Donc ça peut être un atout en plus à notre business, pourquoi pas. Mais on n'est pas du tout obligé de faire ça. Nous, ce qu'on vend, c'est notre compétence, c'est pas notre vie. Et du coup, on peut effectivement choisir comment on market notre compétence créative, et ça peut être en nous incluant nous ou pas. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'histoire d'incarner, l'histoire d'incarner, complètement. Et là, ce que tu viens de décrire, c'est la incarnement, je ne sais pas comment on dit, mais oui, c'est à l'extrême. Voilà, c'est à l'extrême. C'est un autre business. C'est juste pas du tout le même modèle. C'est pas la même chose. Donc c'est faisable, mais si vous avez envie, c'est pas du tout une obligation, parce qu'il y en a qui le font sur TikTok, sur Insta. On en voit des artistes, des créatives. Alors j'ai beaucoup de nanas. Il y a des créatifs aussi qui marketent un petit peu aussi tout leur univers à côté. Du coup, ça fait un petit peu l'influence lifestyle va dans ma production d'illustration. Donc qu'est-ce que je vois tous les jours avec par exemple des collections autour des saisons, autour de les endroits où elles sont allées voyager, des choses comme ça. Et du coup après pouvoir vendre des produits, vendre des choses autour de ça. C'est totalement possible. D'ailleurs, mais c'est juste pas du tout le même business model. Peut-être qu'en marketing, la fin justifie les moyens dans ce cas-là, tu vois. Je veux dire, si quelque chose fonctionne et justement fait que ça fait grandir ton business, c'est aussi à prendre en considération. Je pense que le moment où ça amène rien du tout, c'est là où il faut se poser la question inverse, quoi. Pourquoi too much? Et c'est pour ça que, pour moi, quelqu'un qui débute aujourd'hui, qui n'a pas de communication encore sur les réseaux sociaux et qui n'a aucune idée de d'où commencer en fait au niveau de son marketing personnel, moi je lui conseillerais, de toucher un petit peu à tout. D'essayer différentes choses en fonction de nos affinités, de nos compétences premières. Peut-être que une personne va être très 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 mauvaise en communication genre vidéo. Donc c'est pas une personne qui va être à l'aise devant la caméra, donc qui va pas faire forcément de story. Insta, YouTube à mettre de côté, mais qui est très bonne à l'écrit. Il y a des canaux de communication à l'écrit. Après, il faut mettre ses images et réussir à bien les inclure dedans. Mais écrire des bons textes, des bons paragraphes, il y a la newsletter, il y a Medium, il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a quand même, on peut faire des articles sur un blog, il y a quand même pas mal de choses. Donc, en fonction de ce dans quoi vous êtes bon. Donc, il va falloir peut-être aussi choisir entre l'écriture et le parler. Dans quoi vous êtes bon, quoi vous êtes à l'aise, qu'est-ce qui va avec vos valeurs et là où sont vos clients aussi. Bien sûr, si on n'a pas encore de client cible, il va falloir au fur et à mesure essayer de le trouver. Mais au début, vous ne prenez pas trop la tête à essayer de dire mon business c'est ça avec ça avec ça. Franchement, restez ouvert, essayez plein de choses, essayez différents thèmes d'illustration, de création, différentes façons de créer et voyez ce qui accroche. Mais par contre,
ça va demander un boulot de faites-le sérieusement. C'est pas juste poster un truc sans hashtag, sans rien, enfin j'en sais rien, sans stratégie sur un réseau social et dire bon bah si ça devient viral, ça veut dire que c'est le bon truc. Bah non, il y a quand même un tout petit peu de marketing à faire quand même derrière, une bonne communication et ensuite voir ce qui fonctionne le plus, quoi, ce qui résonne le plus. Et toi, Aurore, comment t'as fait pour trouver ton truc à toi? Vu qu'au début, t'as essayé différentes choses, comment à un moment donné, tu t'es dit, oula, ça marche et ça me correspond, ça me plaît bien? Alors, moi, la suite logique des choses, alors c'est un entonnoir. Je pense que chez tout le monde, de toute façon, on a un entonnoir et au fur et à mesure, ça arrive un petit peu, ça se met en place tout seul. Comme je disais, en 2020, je publiais beaucoup de choses, en fait, sur les réseaux sociaux, dans le sens, toutes les illustrations qui me passaient par la tête, mes entraînements un peu tous les jours. Ce qui fait que j'ai gagné pas mal en visibilité. Et mi-2020, j'ai Adobe en fait j'ai commencé YouTube aussi un petit peu cette année-là, mais très légèrement et pas du tout autour de l'entrepreneuriat. Et en fait, quand Adobe m'a contacté pour pouvoir faire plusieurs lives en 2020 sur leur chaîne YouTube, c'est ça. C'est la première fois où j'étais en live, vraiment avec les gens en direct. Et du coup, j'ai commencé en montrant comment fonctionnait une application, comment fonctionnait l'application Fresco de Adobe. Et c'est là où les gens ont commencé à poser des questions. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvaise. En fait, pour mon côté pédagogique, il y avait quelque chose, tu vois, que j'arrivais à répondre aux questions, à montrer aux gens comment on faisait en live, tout ça. Donc, ok, on est resté un peu là. Ensuite, j'ai eu YouTube que j'ai essayé un peu plus de développer. Et je suis partie sur plein de sujets différents. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, quand je faisais des sujets autour, au début, c'était les tablettes graphiques et les applications de dessin, Vectornator, tout ça. Bah, en fait, ça marchait plutôt pas mal et les gens me disaient que j'étais très pédagogique, très pédagogue, que j'arrivais vraiment à simplifier les choses qui leur paraissaient compliquées. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire du côté éducatif. Et du coup, j'ai commencé à tester en faisant des posts sur Insta un petit peu plus éducatifs, en faisant des vidéos YouTube, et au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de retours, jusqu'à aujourd'hui où les gens ne me posent même pas la question, enfin, comment tu fais ça sur Procreate? Ça, c'est pas du tout à moi qu'ils vont la poser. Aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir en me disant, Aurore, j'arrive pas à trouver des clients. Ouais. Mais et aussi le fait d'Instagram, le fait d'avoir beaucoup grossi sur Insta d'un coup en 2020, bah les gens je pense aussi posaient un peu des questions et du coup on commençait à me poser des questions autour de ça, de comment tu fais pour les réseaux sociaux, pour faire ci, pour faire ça. Une fois que j'avais un peu plus de recul, au bout d'un an, comme tu disais tout à l'heure Laurent, au bout de 6 mois, 1 an, normalement tu sais utiliser l'outil quoi. Donc, je commençais à avoir pas mal de questions autour d'Insta, ce qui m'a fait réfléchir à potentiellement faire du contenu autour de ce sujet-là. Donc, ma chaîne YouTube en 2021, c'était pratiquement que ça, que Insta pour les créatifs, et ce qui a fini par faire ma formation de développer son compte Instagram en tant qu'illustrateur. Donc, ça a été qu'une suite logique de choses, en fait. Ouais. C'est pas tombé du ciel, mais c'est vraiment, je te dis, un format entonnoir. Mais t'as suivi ton fil, un fil qui avait du sens pour toi, qui. Je pense qu'il y en a plein qui vont se poser la question comment t'as fait pour aller sur la chaîne Adobe et justement pouvoir avoir ces formats-là. Franchement, je pense que c'était beaucoup parce que j'étais très très présente sur Insta et qu'ils avaient vu que j'avais quand même pas mal d'abonnés. Je pense qu'ils regardent aussi comme ça. Pas mal, en tout cas à l'époque, c'était une façon de trouver des gens et ils m'ont juste envoyé un mail et moi le jour où j'ai vu le mail j'ai fait what, c'est quoi ça? Ouais, c'est génial. Vous me proposez ça à moi. Non, j'avoue c'est vraiment super. Ouais, mais après ce qui m'avait encore plus étonné, choqué, enfin j'en étais tombée de ma chaise, c'est que normalement ils font d'abord des présentations. Tu sais, où tu as juste un live avec eux, où tu présentes ton travail. Et en fait, c'est une invitation à Adobe, ouais. Exactement. Et j'étais pas là, en fait, le jour où ils m'ont proposé une date. J'étais en vacances et je pouvais pas le faire. Et du coup, ils m'ont dit, c'est pas grave, j'ai une autre idée pour toi. Comme on voit que t'es plutôt à l'aise, j'avais déjà quelques vidéos YouTube, genre 4-5 peut-être. Comme on voit que t'es à l'aise devant la caméra, est-ce que tu veux animer une émission qui durera plusieurs mois? Et là, j'ai fait, what? Pourquoi moi? Ouais. Mais après, effectivement, avec le recul, c'est parce que j'avais déjà une chaîne YouTube. Et en vrai, sur le YouTube Illustrateur France, il y en a pas des centaines de personnes. Exactement. T'as su te démarquer.
Il y a une histoire, en fait, il y a plusieurs ingrédients. Il y a l'opportunité, déjà. Il y a le fait que tu aies planté tes petites graines avant sur Instagram. Et puis le fait aussi que tu sois pionnière. C'est-à-dire que t'as l'idée à un moment d'investir un format où, finalement, le milieu dans lequel tu évolues n'est pas hyper présent. Et t'as ce truc-là, t'as ce petit insight-là. Donc, évidemment, après, quand on passe après des personnes comme toi, forcément, l'idée originale a déjà été prise. Mais pour moi, une idée est quelque chose d'universel qui se partage entre tous les humains. Il n'y a pas de brevet sur les idées, il y a des brevets sur des projets et des produits. Et je pense qu'une bonne idée, elle peut être toujours multipliée et réinventée. Et peut-être qu'en fait justement ton parcours ou le parcours des personnes comme toi qui sont un petit peu pionnières peut inspirer les autres. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on trouve des nouvelles idées originales. Et peut-être toi, été inspiré par quelqu'un forcément. Totalement. Eh oui. De toute façon, je suis persuadée que on n'est pas à une époque où on va réinventer la roue. Tout ce qu'on fait, c'est des choses qui ont déjà été faites avant, bien sûr. Donc, surtout en matière de création de contenu, à part améliorer techniquement ou améliorer un petit peu effectivement l'histoire qu'on peut raconter derrière, tout a été déjà fait. Donc, il suffit d'aller regarder dans d'autres, pour prendre des idées, de regarder dans d'autres sphères, la sphère du sport, du lifestyle ou quoi que ce soit, d'essayer du coaching, n'importe, pour prendre un petit peu des idées. Mais surtout, le plus important, c'est de les remettre à sa sauce. Donc ça vaut pour le contenu, mais ça vaut aussi pour les services, les offres qu'on présente, tout ça. Enfin, moi, je suis persuadée que j'ai rien inventé, absolument pas. Mais par contre, le fait de le mettre à ma manière, avec ma personnalité, dans la façon dont avec la façon dont je parle, ça touche une certaine catégorie de personnes. Je dis tout le temps, faites des chaînes YouTube, faites des chaînes Twitch. Il y a de la place, les gars, plus que sur Insta. Et c'est pas grave de traiter des mêmes sujets. C'est pas grave du tout simplement parce que il y a des gens qui vont accrocher avec moi, mais qui vont peut-être pas accrocher avec vous. Et il y a des gens qui vont peut-être accrocher hyper bien avec vous, mais pas du tout avec moi. C'est possible. Moi, sur les commentaires, franchement, ça va, j'ai de la chance, j'ai des commentaires très bienveillants, mais ça va être aussi du style, tu parles trop vite, tu fais beaucoup d'anglicisme, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis, ou tu ricanes beaucoup. Enfin, je sais pas, j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Va-t'en alors, si c'est pas pour toi, va voir ailleurs. Exactement. Si tu n'accroches pas avec moi, avec ma façon d'enseigner, prends quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde aujourd'hui sur le marché. On n'est pas beaucoup à faire ce sujet-là, donc j'ai pas vraiment des gens vers qui les rediriger. Il y a nous, mais on fait pas des vidéos. Voilà, il y a vous. Il y en a quand même quelques personnes. Je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit au sujet de YouTube. Et je vois d'ailleurs un commentaire dans le chat justement qui dit que YouTube est quelque chose de pérenne et de durable, et c'est tout à fait ça en fait. C'est peut-être le format sur Internet qui est là depuis très longtemps. Et pourquoi il a pas dégagé, pourquoi il a pas perdu en intérêt, parce qu'en fait il est devenu c'est standard, il est devenu le deuxième moteur de recherche après Google. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux aller voir du son, enfin écouter du son, que tu veux voir un tuto, que tu as besoin d'une info, de quelque chose, en fait le réflexe après Google, c'est d'aller voir sur YouTube s'il y a pas quelqu'un qui en parle, tout simplement. Et le fait d'investir en fait cette plateforme-là est très payant. C'est-à-dire que quand on met en place une petite stratégie avec YouTube, il y a de fortes chances que ça prenne, et il y a justement de très bons tutos de personnes spécialisées dans le fait de faire grandir une chaîne assez rapidement pour avoir un format modeste mais qui fonctionne et qui existe, et on peut avoir toutes ces informations là à dispo. Là où Instagram est une plateforme dont on ne connaît pas trop la suite, quoi. Peut-être qu'elle va mourir bientôt, donc on s'arrête. Voilà. La prophétie. Non, sincèrement j'en sais rien, mais vous l'avez bien vu. Il suffit qu'il change un truc et ça bousille la stratégie. Sur YouTube, c'est pas le cas. Instagram is dead, long live Instagram. Non, on sait pas en vrai, on sait pas. On peut pas savoir, mais moi c'est parfait comme ce que tu viens de dire pour pouvoir effectivement réitérer sur un autre point qui est très important, qui je pense est de ne pas forcément se porter que sur un seul format. En fait, je veux vraiment que vous différenciez le fond et la forme. Donc, la forme, c'est le format. Que ce soit YouTube, que ce soit Insta, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos. En fait, le format, c'est une chose, c'est un outil pour pouvoir parler de votre fond. Donc, le fond, c'est vous. Le fond, c'est votre talent, c'est votre compétence. Donc, ça, les formats, vous pourrez les changer. Ils vont évoluer, ils vont disparaître, il va y avoir des nouveaux qui vont arriver. C'est des compétences en plus à apprendre, c'est de l'outillage. C'est uniquement des choses à apprendre qui sont, voilà, YouTube, ça fonctionne comme ci, comme ça. Donc, il y a plein de chaînes, comme tu dis, pour pouvoir apprendre ça. Insta, ça fonctionne comme ci, comme ça. Le blog, ça fonctionne comme ci, comme ça. OK, une fois qu'on sait, on sait. C'est comme les maths. Une fois qu'on sait, on sait. C'est bon. Tu sais calculer. Alors que le fond, ça, c'est la chose qui vous représente, qui représente toute votre créativité, qui représente tous vos projets, qui est
Pourquoi on va vous suivre, vous? Faire une Start chaîne with YouTube why. pour faire une chaîne YouTube, ça ne sert à rien. Du moment que si tu connais pas ton fond, pourquoi les gens ils vont te suivre? Parce que t'es sur YouTube? Bah non, les gens ils vont pas s'abonner à toi parce que t'es sur Insta, parce que t'es sur YouTube, ou parce que t'as un blog. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le fond. Qu'est-ce que vous allez raconter? C'est quoi ton pourquoi à toi pour l'idée par l'exemple, Aurore? Donc parce que tu fais référence au Start with Why de Simon Sinek là, et tu l'as dit plusieurs fois. Pourquoi? C'est quoi ton pourquoi à toi? Moi, mon pourquoi aujourd'hui, c'est d'aider des créatifs à vivre de l'entrepreneuriat, en gros, à vivre de leurs compétences. Donc, effectivement, la compétence première, moi, tu me verras jamais faire un contenu autour de je vous apprends à dessiner. Je vous apprends à dessiner, je vous apprends à utiliser Procreate, l'iPad et tout. Il y en a déjà plein, c'est pas moi. Moi, mon truc, c'est de vous apprendre à vous marketer, à vendre, à faire une bonne communication pour pouvoir mettre en avant votre compétence créative première. Ça, c'est clair. Ça c'est clair. Ouais. Voilà. Je l'ai pas trouvé comme ça du jour au lendemain, comme je disais tout à l'heure, mais affiné, mais au fur et à mesure, je l'ai affiné et ça a fini par arriver, quoi. Et c'est là aussi où je suis la plus, je pense, à l'aise et compétente aujourd'hui dans tout ce qui est la pédagogie et l'éducation. Mais peut-être que d'autres personnes, ça va être une façon totalement différente de raconter leur fond. Donc, il faut savoir quelle est notre valeur en fait. Donc des fois c'est juste je sais dessiner ça en particulier au crayon à papier sur un carnet et du coup votre valeur ça va juste de montrer aux gens comment vous mettez en valeur ces dessins sur ce carnet au crayon à papier, j'en sais rien, tu vois. Et faut juste essayer de le trouver et ça va être au fur et à mesure en essayant plein de formats, en essayant plein de choses. Et quand on a une petite idée de ce que peut être le why, comment on le met sur papier ou sur un Notion ou je ne sais pas quoi, comment on le met en forme pour le conceptualiser, le conscientiser et pouvoir commencer à travailler avec justement cette stratégie là qui nous manque. Toujours dire la même chose, toujours dire la même chose pour que ça rentre dans la tête. De poster 100 fois le même contenu. Non, mais je sais pas, c'était un humoriste qui disait ça, qui disait say it again, mais genre d'une manière différente en fait. Parce que ça peut être décourageant. On le dit une fois, il y a pas d'écho. Bah, ça veut dire que c'est pas le bon. Il faut le dire deux fois. Est-ce que c'est pas le bon angle. Voilà, c'est ça. Oui, bah je pense qu'il y a une alchimie entre son pourquoi, sa personnalité, la manière de communiquer, on en revient au thème de cet épisode, la manière de communiquer, et puis le fait de bien manier ce craft, quoi. Par exemple, moi, à la base, moi, je suis illustrateur depuis une dizaine d'années, et quand j'ai lancé Sens Créatif, c'est drôle parce que je l'ai lancé pour sauver ma carrière d'illustrateur, en quelque sorte, et aussi pour apprendre à me taire, parce que je suis un grand bavard et j'avais envie d'apprendre l'art de l'écoute active. Et en fait, ça a été une vraie révélation, quoi. Je me suis rendu compte que c'était un médium qui me correspondait vraiment bien et qui fitait avec un peu ma personnalité, puis mes goûts, mais comment j'aime bien mener une conversation et tout. Mais c'est de l'expérimentation. Et puis après, ça s'est révélé. Et aujourd'hui, moi, je te le disais tout à l'heure, Aurore, j'adore faire des interviews et discuter avec les gens, en fait. Et pouvoir les enregistrer et les partager avec le monde, c'est formidable. Et je crois que, on a tous ça, mais il faut évidemment, tenter et tomber amoureux. Moi, j'aime bien parler du fait de tomber amoureux c'est pas grave si vous tombez amoureux de quelque chose qui finalement vous mène sur un autre chemin, mais d'y aller à fond, d'être amoureux tomber amoureux d'une idée, quoi. D'une idée, d'un craft, d'un art, que sais-je, et qui au fur et à mesure du temps faut aussi rester flexible. C'est-à-dire, bien sûr, on découvre quelque chose, puis on se dit non, moi ça a toujours été ça, mon why, prenons, mais en fait le why peut aussi changer. Mais après, faut l'affiner. Et puis il y a le contenant et il y a c'est comme tu disais, Aurore. C'est quelque part, c'est le fond et la forme. Le fond et la forme. Il faut pouvoir les allier. Et puis, je voudrais qu'on casse un mythe tous les trois ensemble. Cassons des mythes. On casse un mythe. Évidemment. Oui, il faut expérimenter. Oui, il faut se planter. Oui, il faut faire des erreurs pour trouver tout ça. C'est-à-dire ça, c'est vraiment, c'est même la base du truc. Voilà. Une fois c'est dit, comme ça, on n'a plus besoin d'y revenir. Voilà. Ouais, c'est important. Mais effectivement, et après, comme tu disais, le why, le fond, ça peut changer, ça évolue, et tant mieux, parce qu'on est quand même en freelance, en indépendant, et c'est un peu le but aussi d'être indépendant, c'est de pouvoir crafter une activité qui soit sur mesure, en fait, à ce que vous voulez, à votre style de vie et à vos envies. Le but, c'est de pas faire une coupure radicale quand vous voulez évoluer, bien sûr, parce que là, vous allez perdre déjà les bases, en fait, que vous avez déjà construit. Si vous avez déjà, par exemple, une audience et que vous changez de sujet du jour au lendemain, vous passez de l'illustration à l'athlétisme, vous allez perdre beaucoup de monde. Mais ou alors tu vas garder qu'une toute petite partie de ton audience qui va être intéressée, quoi. Mais parce qu'en fait, j'ai tellement de gens qui sont qui ont très peur de se spécialiser et de s'enfermer dans quelque chose.
Personnellement, j'ai pas du tout l'impression de m'être enfermée dans un sujet. Enfin, c'est un sujet qui me parle et que vraiment j'aime. Mais si un jour j'ai envie d'être influenceuse, enfin, je vais pouvoir le glisser au fur et à mesure pour pouvoir effectivement me remanier une audience, garder les personnes qui sont vraiment intéressées pour pouvoir changer mon activité. Ou si j'ai envie de, je sais pas, d'ouvrir un restaurant, tu vois. Donc, effectivement, peut-être que je vais devoir recommencer un Instagram, recommencer une nouvelle audience. Si, pour l'exemple du restaurant qui est vraiment pas de l'illustration, ça n'a rien à voir. Mais tout ce que j'aurais appris autour de l'illustration, ça me servira, enfin du marketing autour de l'illustration, ça me servira pour un autre business. C'est pas des choses que vous allez perdre comme ça du jour au lendemain. Ouais, bien sûr. Donc se spécialiser, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où vous allez apprendre très très bien à manier certaines compétences. Au contraire, ça fait de vous un expert sur certains sujets et on va venir vous chercher pour ces compétences-là. Mais si un jour vous voulez changer, vous allez pouvoir changer. On est tous humains et on a tous le droit de changer de boulot. Il y a Myriam Gabriel qui pose justement une question intéressante qui dit, dans vos deux cas, Jérémy et Aurore, votre why d'aujourd'hui est moins forcément lié à l'illustration. Et du coup, quel impact sur votre façon de communiquer? Moi, je sais que ça a bougé dans le sens où, moi, je suis amoureux des belles images depuis que je suis petit. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'illustration et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, un peu comme toi, Aurore d'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, mais que c'était pas, j'aime l'illustration, la belle illustration. J'ai développé un goût pour ça. J'ai mes références, j'ai ma culture, etc. Mais au final, ce qui m'intéressait le plus derrière, c'était les créatifs, c'est les artistes, derrière c'est l'humain. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de la communication de sens créatif, vous avez vu parfois notre why changer, le fait que dire nous on s'intéresse on a une approche holistique et donc du coup vraiment profondément humaine sur sens créatif. On n'est pas là pour faire des tutos, des trucs techniques et compagnie. Nous, c'est vraiment, c'est l'humain. C'est l'humain d'abord, ce qui nous empêche pas d'aborder, par exemple, comme avec toi, les sujets de l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose d'important. Parfois, il y a des choses qui nous intéressent moins, mais qui sont importants d'étudier si on veut pérenniser le why qu'on a découvert. Et quel impact sur notre façon de communiquer? C'est au fur et à mesure de faire évoluer. Je sais pas, sa bio, la manière dont si vous écoutez par exemple le générique de Sens Créatif, il a évolué en 4 ans. C'est plus de saison en saison, il évolue au fur et à mesure. Et c'est le fait qu'au début de chaque épisode, on le rappelle. Et puis après, au fur et à mesure, comme toi, t'as Aurore Bay et t'as Aurore Bale, on va le dire à l'américaine. On peut avoir des why différents aussi en fonction des différents. Bien sûr. Bon, je te renvoie la balle, Aurore. Ah, mais je suis d'accord avec toi que effectivement ça va évoluer au fur et à mesure et puis franchement vous enfermez pas non plus dans une case, ça va être très bien, votre why il va venir au fur et à mesure. Après moi le fait d'être illustratrice à la base, effectivement aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des moments où je préfère faire du contenu pour les réseaux sociaux, créer du contenu plutôt qu'illustrer. Et c'est pas une bonne chose dans le sens dont je parlais de l'image qu'on veut renvoyer. Moi, je suis illustratrice et c'est très, très important que je le reste pour ma communication, pour le marketing de mon entreprise. Et même si des fois je suis très feignasse de base, j'ai du mal à me mettre devant mon iPad et à dessiner. Du coup, je me suis inventé des tactiques pour pouvoir le faire. Mon live Twitch tous les jours. Oui, voilà, ça fait pour ne surtout pas perdre ça, parce que une fois que je dessine, quand je suis en train de dessiner, je suis très heureuse, je suis très contente. Donc, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Et quand on maîtrise quelque chose, en tout cas, j'ai l'impression que plus on maîtrise une compétence, plus on kiffe. C'est normal, hein, le sport et tout, c'est toujours la même chose. Du coup, ça me permet de vraiment continuer à m'entraîner et continuer à prendre en expérience pour pouvoir de mieux en mieux maîtriser mon craft. Et c'est très important aussi que je reste illustratrice parce que dans les formations que je vends derrière ou dans les conseils que je donne derrière, le fait que je sois aussi illustratrice, comme les gens qui me regardent, ça me donne un atout confiance qui est quand même assez énorme. Que si je me transforme en coach du jour au lendemain en disant, moi je fais plus d'illustration, je suis plus sur le marché, je suis plus confrontée aux clients, mais je vous donne des conseils. Super la crédibilité. Ça peut marcher un petit temps, mais après, quand ça fait 20 ans que je suis plus sur le marché, si effectivement je continue pendant très longtemps, c'est chaud, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc moi, en tout cas, c'est pas ce que je cherche. C'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer, en tout cas pour ma part. Du coup, c'est très important que je reste effectivement en freelance avec des clients sur le marché et que je dessine tous les jours, que je sois illustratrice en premier. Moi, ça me rappelle le milieu des arts martiaux, encore une fois, parce que quand t'es sensei, prof d'arts martiaux, et que tu enseignes à tes élèves une école de combat, etc. Tu peux enseigner ce qu'on t'a appris il y a 5 ans et continuer à l'apprendre pendant des années à des gens. Mais pendant ce temps-là, le grand maître dans son pays d'origine, lui, il continue à développer. Normalement, un grand maître, tous les ans, il change les formes.
exprès pour tromper tout le monde. Hein. En gros, c'est un peu ça l'idée, Ok. pour que ça évolue, pour que les formes restent pas les mêmes, que les formes soient vivantes, parce que la vie est importante. Et forcément, bah, le grand maître, enfin le sensei qui ne va jamais se former, qui lui-même n'évolue plus, qu'est-ce qu'il va transmettre en fait comme enseignement à ses élèves. Et en fait, c'est là où c'est important quand tu fais des tutos, quand tu coaches, bah, c'est de continuer toi à être formé, à avancer aussi sur la pratique, puis à être au courant de ce qui se passe finalement autour de toi dans le milieu dans lequel tu évolues, pour pouvoir transmettre justement les bons conseils. Et les gens qui te suivent, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que si tu leur files de la bouse, ben ils vont le savoir. Ils vont le savoir vite, ils vont le sentir, ils vont le savoir vite. Alors que si tu es toujours dans cette perspective-là de j'ai appris des nouveaux trucs, regardez. Là, il y a une nouvelle chose, je l'ai testé pour vous. Et c'est là en fait où tu apportes des choses parce que tu continues à être pionnière, tu continues à être là où c'est important d'avoir les connaissances et à continuer à les transmettre. Et là, le public normalement te le renvoie bien. C'est ça. Donc vous êtes pas un livre d'histoire d'école qui ne bougera pas pendant des décennies, hein. Vous êtes une vraie personne et les gens vous font confiance aussi parce que bah, c'est votre métier. Et apprendre des nouvelles compétences en tant qu'humain, c'est toujours été une bonne chose. Donc continuer à apprendre tout le temps, que ce soit apprendre à poster des reels sur Insta ou apprendre à manier la gouache, j'en sais rien. Ça a toujours été des bonnes choses. Donc effectivement, il y a des choses où vous allez être plus à l'aise que d'autres, vous avez plus envie que d'autres, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui va faire que quand vous allez tout mettre ensemble, ça va faire une bonne synergie et que ça va être un gros avantage pour vous. Donc, la question à se poser, je pense aussi. Est-ce qu'on peut aborder la notion de tribu comme la met en avant Seth Godin notamment? Je pense que tu connais très bien le concept. Ouais, le copain Seth Godin. Le copain Seth Godin. Parce que justement, tu parlais tout à l'heure d'être singulier, hein, d'avoir un travail personnel et de mettre en avant ces singularités-là. Et forcément, on peut pas toucher tout le monde. Everywhere, everyone. Et voilà, on peut pas. Donc du coup, Seth Godin, ce qui préconise justement pour lui, c'est dans la notion de marketing, hein, d'être un bon leader, mais si on veut être suivi, il faut être un bon leader. Je pense que c'est le cas quand on est sur les réseaux sociaux, c'est important à prendre en considération. Et justement de trouver sa tribu, c'est-à-dire de trouver les personnes qui vont être touchées par ce qu'on a à dire, hein, le message, hein, même plus avant même les images, le message qu'on transmet. Comment toi tu analyses cette notion de tribu, et est-ce que dans les stratégies que tu proposes justement aux personnes qui suivent tes formations, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant ou qui te sert comme outil? Alors moi, je suis totalement en phase avec la tribu, la communauté, l'audience, vous l'appelle comme tu veux. Et c'est plus la communauté du coup, la tribu, que vraiment l'audience qui est un peu genre tribu, c'est très large. Marketing. Voilà, exactement. Je pense que c'est tellement powerful. Enfin, il y a tellement de pouvoir créer un lien avec des gens que tu ne vois que du coup numériquement, mais dans les deux sens. Toi, tu leur apportes beaucoup, eux, ils t'apportent beaucoup aussi, parce que moi, c'est grâce aux gens qui me posent des questions et qui m'envoient des mails en me disant Aurore, au secours, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, que je récupère tellement d'idées, tellement d'inputs, où après, je vais pouvoir réitérer dessus, développer des idées, développer des vidéos YouTube, du contenu, des formations. Toutes les questions qu'on me pose, elles sont géniales. Je note tout. J'ai des fiches entières avec des questions et des questions et des questions qu'on me pose en DM pour pouvoir ensuite faire du contenu derrière. Et effectivement, le fait de discuter avec ces personnes-là et d'être en contact avec elles à travers les réseaux sociaux, c'est moi qui réponds à tous les messages, je fais des audios et tout. Ça permet de créer un lien très très fort, et c'est aussi ce qui peut me différencier de d'autres créatifs qui eux potentiellement ne répondraient pas aux messages ou seraient pas sur les mêmes moyens de communication assez directs en fait comme moi je fais aujourd'hui. Et la tribu, je suis persuadée que on match avec certaines personnes et pas avec d'autres. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis très contente qu'il y ait des gens qui matchent avec moi dans le sens où qui me font confiance et qu'on a des personnalités qui s'entendent bien. Mais s'il y a des personnes avec qui ne suivent pas, qui ne résonnent pas avec ce que je dis, c'est fine. Il y a pas de problème, les gars. Il y a assez de gens aujourd'hui sur le marché pour que tu trouves une personne avec qui tu matches. Et si c'est pas avec moi, tant pis. Comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour avoir 100 000 personnes. Ouais, c'est ça, c'est le principe. C'est débile. C'est le principe. On peut commencer avec 3 ou 10 personnes qui kiffent ce qu'on fait, et puis bosser avec elles, en fait, tout simplement, et les faire participer aussi à notre évolution. Mais est-ce que ça t'est arrivé, Aurore, de vouloir, moi je sais que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je pose la question, de vouloir matcher
avec une certaine team. Non, pas tout le monde, mais tu te dis, tu sais, comme quand tu étais à la cour de récré, tu voulais faire partie des cool kids, et les cool kids, ils veulent pas de toi. Les rôles modèles. Tu vois, tu te dis genre, moi, j'ai envie de faire partie de cette team, et en fait, la team, on essaie, et en fait, la team ne fait que te renvoyer genre, en fait, non. T'es pas dans notre team. Et ça casse notre petit cœur quand on est au collège ou en primaire ou que sais-je, tu sais. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, moi, parfois, j'avais aussi envie de faire partie des cool kids de l'illustration, de ceci, de cela, jusqu'à me rendre compte que, en fait, c'est comme si on me tolérait, mais que c'était genre, t'es pas dans cette team-là, en fait. Et c'est presque, ça fait mal, mais le fait de te le renvoyer, on te rend service en te disant, mais trouve ta team à toi, ta tribu à toi. Et par exemple, pour l'exemple, parfois on dit souvent que sur Sens Créatif, on a un peu la team des punks bisounours, tu vois. C'est un peu cette spécificité où il y a un petit peu ces deux énergies-là et qui font que les gens qui viennent chez nous, qui viennent chez nous comme si on était une auberge de jeunesse, que sais-je. Tu vois, c'est genre, ça match. Et donc, bref, je parle, mais c'était genre, est-ce que toi, t'as eu aussi ce sentiment où, justement, tu voulais faire partie peut-être d'une certaine tribu et que, ça n'a pas eu lieu. Totalement. Et que t'as dû te réinventer. Je pense qu'on passe tous par là. Au début, c'est sûr, parce que on ne sait pas trop dans quel team on va se mettre, surtout sur des choses. Quand moi, que j'ai commencé, je sortais d'école, j'étais graphiste et je voyais tous les illustrateurs sur Insta. Et je me disais, oh, ça a l'air trop bien d'être illustrateur sur Instagram. Alors déjà, j'aurais rien compris. Et j'étais là, j'aimerais trop faire comme elle. Je regardais les filles et tout, même des francophones, mais aussi des anglophones. J'étais là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je veux faire partie de ces tribus-là. Et du coup, je me suis mise un petit peu à imiter la façon dont elle postait sur Insta, la façon dont elle faisait pas le style d'illustration, mais la façon dont elle postait, dont elle communiquait en story, toutes ces choses-là. Parce que c'était les réseaux sociaux. Moi, c'était la team réseaux sociaux. Où je voulais absolument faire partie. Et je m'étais dit, je veux être sur Insta et avoir une audience et de pouvoir illustrer pour Instagram. En plus, j'ai commencé par vraiment tout à l'envers, dans le sens où j'avais même commencé en faisant une boutique, en publiant des produits sur Insta, alors j'avais zéro audience. Enfin, j'ai tout fait à l'envers, j'avais aucune logique. Tu voulais être ready, quoi. Tu voulais avoir tout voilà. prêt, voilà. Mais je voulais être prête et je voulais faire comme les filles sur Insta, les illustrateurs sur Insta. Mais sauf que non, ce n'est pas exactement dans ce modèle-là. Mais bien sûr que j'ai voulu faire ça. Donc, et après, avec le recul, je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord peut-être que je travaille sur mon style illustration avant de vouloir poster des choses sur Insta. Mais du coup, bien sûr, c'est normal. En fait, c'est quelque chose, je pense, que tu te détaches au fur et à mesure quand tu commences effectivement à prendre un peu plus confiance en toi et en tes compétences, en te rendant compte. Moi, c'est ça ça me choque toujours aujourd'hui, que les gens ils te suivent parce que c'est toi. Et ils t'aiment bien parce que c'est ta personnalité. Moi, on m'a déjà dit, Aurore, je te suis parce que tes conseils sont trop cool. C'est pas pour ton style d'illustration, c'est correct, c'est sympa, mais c'est vraiment pour ce que tu dégages. La bienveillance, le fait que tu es toujours sympathique, que tu as toujours le sourire, les conseils que tu donnes. En gros, tous les à côté, pas l'illustration. J'étais là, hyper intéressant comme retour. Donc, effectivement, j'ai créé ma tribu bienveillante, Aurore Bay, peut-être un peu bisounours aussi, j'en sais rien, mais parce que ça match avec ma personnalité. Mais c'est très fort ce que tu viens de dire parce que, tu sais, moi, je pense que je suis un bon illustrateur. Je considère pas que je suis un génie ou le meilleur illustrateur que la Terre ait porté, mais je pense que je fais un bon boulot. Mais je me suis rendu compte que je pouvais me démarquer justement avec cette parole que j'avais, cette facilité à faire du lien. Et on pourrait être buté en se disant, non, moi, je veux être illustrateur, mais on n'a pas tous les mêmes cartes, même si je crois profondément dans cette philosophie qui fait qu'on peut se réinventer, etc. Mais j'aime bien cette phrase, on l'a déjà citée sur Sens Créatif de Adèle Duhaut, qu'on a reçu sur le podcast, qui dit « Ne reculez pas devant la facilité ». C'est-à-dire que quand quelque chose est comme une évidence, que ça sort tellement naturellement de vous, parfois on pourrait... Et là, on arrive peut-être dans la psychologie de comptoir, mais parfois se faire avoir par un peu l'ego, tu sais, genre non, moi je veux faire ça parce qu'en fait, on s'est construit une sorte d'image mentale de c'est tellement plus sexy, tellement plus. Non, c'est très vrai. Et en fait, c'est juste con, quoi, de juste parfois s'entêter, alors que quand quelque chose est une sorte d'évidence, comme tu l'as dit, tu vois, genre tu fais du bon boulot en illustration, mais il y a ce truc de tes conseils, ta pédagogie, ta bienveillance, le sourire, le punch que tu envoies dans tes vidéos. T'aurais eu tort de t'en priver, et c'est ce qui fait là où t'en es aujourd'hui au final, quoi.
C'est ça. Après, moi, je considère que le style d'illustration, en tout cas pour moi, il va évoluer. Il est pas fini. Il y a toujours de moyens de s'améliorer. Enfin, j'ai pas besoin d'être à mon top de l'illustration, genre fin 2023. Pas du tout. Je suis hyper jeune, comme je disais, je vais avoir 29 ans demain. J'ai toute ma carrière, toute ma vie pour m'améliorer en illustration. Si les gens considèrent déjà que c'est très bien aujourd'hui, tant mieux. Moi, je pense que je peux me challenger et aller encore plus loin, aussi bien dans la communication autour de tout ce que je fais autour d'Aurore Bay que dans mon style d'illustration. Donc, c'est pas grave si les gens sont pas là pour l'illustration et comme tu dis, j'ai des facilités dans autre chose, j'en profite, quoi. S'il fallait que j'attende que mon style d'illustration soit parfait, nickel, le plus beau du monde pour pouvoir commencer à bosser et avoir un peu confiance en moi, non. Heureusement que j'ai pas attendu. C'est clair. C'est marrant. Je me souviens du premier enregistrement en public qu'on a fait avec Sens Créatif à la Slow Gallery sur le sujet des réseaux sociaux. Et t'étais là. Je le sais parce que t'es sur les photos qu'on avait pris. Et je me dis, oh punaise, si je vais la refaire, je la ferai avec toi. Notamment parce que ça s'est déchaîné dans le chat au niveau des questions. Ce sujet des réseaux sociaux reste. Enfin, c'est pas le sujet du jour, les réseaux sociaux per se, mais ça fait partie évidemment de ce sujet de la communication. Et les gens se sont lâchés. J'ai pas pu suivre tous les commentaires. On arrive un petit peu à la fin de l'émission. Et donc, c'est pas grave, j'ai mon live derrière. Voilà, exactement. Vous pourrez enchaîner. Ouais, grave, complètement. Donc, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres et que vous pouvez pas être là pour le live d'Aurore après, posez-le maintenant. On va un petit peu regarder vos petites questions. J'en ai noté quelques-unes aussi. Ok, vas-y, lead the way, Laurent. Il y avait une remarque de Fleur de Lune qui était intéressante, qui disait que c'était rassurant de se dire que le nombre d'abonnés n'est pas proportionnel au nombre de clients. Et ça, effectivement, faut pas toujours se fixer là-dessus, parce qu'en règle générale, les abonnés sur Instagram ou ailleurs, ce ne sont pas des clients, ce sont des gens qui kiffent le travail et qui vont pas forcément vous rapporter de l'argent. Faut savoir ce qu'on en fait après de cette manne de gens qui nous suivent. Il y avait une question de Myriam Gabriel, qui est toujours fidèle au poste. Alors, Aurore, peux-tu continuer de développer sur la différence de façon de communiquer, y compris sur Insta, entre 1, quand on veut faire du freelance seulement, contre 2, quand on veut vendre des choses à 10 000 personnes, comme tu as commencé à l'expliquer. Je trouve beaucoup plus de contenu, de conseils sur Internet sur le 2 que sur le 1. Voilà. Donc, en fait, elle trouve qu'il y a moins de conseils, simplement pour devenir freelance, pour commencer, en fait, pour démarrer. Totalement. Comme je le redisais tout à l'heure, et je vais le redire, Insta, c'est un outil. C'est juste une plateforme qui va vous aider à atteindre un certain objectif. Cet objectif, en tant que Insta professionnel, nous, en tant que créatifs professionnels, ça va être de gagner notre vie. Ça va être de générer de l'argent. Donc oui, c'est capitaliste, mais bon, il faut bien qu'on vive et paye nos factures, hein. Donc, c'est l'objectif de notre communication, que ce soit sur Insta ou n'importe quelle plateforme. Du coup, ta question, c'était sur Instagram. Si ton objectif, c'est de faire uniquement du freelancing et d'avoir 4 à 5 clients par mois, à quoi peut te servir Instagram? Instagram, ça va peut-être te servir comme plateforme de visibilité, comme un portfolio, si tu veux. Donc, ne pas prendre exactement comme un Behance, autant mettre sur Behance, sinon, si tu veux juste des images fixes qui expliquent tes projets, Insta, l'outil même n'est pas fait pour bien développer un projet en soi, dans le sens où tu vas pas pouvoir mettre beaucoup de avant-après, des petits gifs ou des choses qui vont mettre en avant tes étapes de process créatif, comme tu pourrais le faire par exemple sur ton propre site ou sur Behance. Donc, à quoi pourrait servir Insta pour pouvoir décrocher des nouveaux clients? Si par exemple toi tu démarches et t'envoies ton compte Insta, à quel moment ton client, en regardant ton compte Insta, même si t'as une toute petite communauté, et c'est pas forcément ça qu'il va regarder, en regardant tes posts, il va se dire cette personne-là, elle est très professionnelle, elle maîtrise son sujet, elle maîtrise son craft, je vais l'embaucher. Je veux faire un projet avec elle. Pour terminer, Aurore, tu travailles aussi là en ce moment sur ton big project. Effectivement, le Big Project, ça va être quelque chose qui va aller un petit peu plus loin que ce que je fais aujourd'hui. Beaucoup plus loin de ce que je peux faire toute seule, justement, en tant que Aurore Bay. Donc, c'est dans la continuité de ce que je fais depuis 2 ans. Donc, l'entrepreneuriat pour les créatifs, où on voulait aller beaucoup plus loin parce que du coup, je ne suis plus toute seule. Là, le but, c'est de monter une équipe. Donc, on est 3 à bosser là-dessus. Donc, entreprise familiale avec mon copain et mon frère. On a tous les 3 des compétences qui sont très complémentaires. Donc, on en a profité aussi pour faire ça. Et on voulait tous de toute façon monter une boîte au bout d'un moment, donc autant le faire ensemble. Et là, le but, c'est de proposer des
cours/formation pour pouvoir apprendre à des créatifs l'entrepreneuriat. Donc vraiment la vente, la com, la monétisation, le prix, tous les sujets qu'on n'apprend pas dans l'école d'art, qu'on n'apprend pas en école de graphisme et où tout le monde patauge. Donc ça nous ferait gagner quelques années d'expérience en faisant ces petites formations. Donc le but c'est que ce soit pas moi qui les fasse, ce soit d'autres créatifs bien sûr, parce que moi je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse et je n'ai surtout pas la pratique de tout, même si je connais un peu la théorie sur pas mal de sujets, j'ai pas la pratique. Donc le but c'est d'avoir des profs qui soient d'autres personnes que moi. Et donc voilà, donc ça va être, c'est vraiment un work in progress. Donc tout ce projet-là, on va le documenter pendant 1 an sur YouTube, pendant 10 vidéos. Donc la première est déjà sortie, la deuxième elle sort dans 2-3 semaines, je crois. Je sais plus, j'ai pas mon planning en tête. Et le but c'est de la construire avec l'audience, avec la communauté, avec la tribu, comme tu disais. C'est du building in public, on appelle ça. C'est ça, exactement. Trop bien, trop bien. Bon, allez jeter un œil. C'est quoi l'adresse, le site internet, ouais? Alors, pour l'instant, c'est un truc chelou de Squarespace. Ah oui, ok, d'accord. Mais vous pouvez regarder sur mon YouTube. Plutôt, regardez la première vidéo YouTube. Ouais, allez voir sur YouTube, Le parce que pitch comme de ça, présentation. il y a le lien, voilà. Voilà, mais ce sera plus intéressant de voir la vidéo de présentation et de toute façon, abonnez-vous sur YouTube parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver et on va avoir besoin de votre aide. Oui, voilà, parce que c'est parti là maintenant. Il faut que tu aies aussi. Il va y avoir un crowdfunding, je crois. Il faut. Ouais, à la fin de l'année. C'est ça. Donc on est sur la. Là, route de on est dans la partie où on cherche nos premiers profs. Donc on en a un. Pour l'instant, on a notre premier prof. Donc il va falloir qu'on en cherche d'autres. Et du coup, ce sera que des sujets. Le but, c'est de faire vraiment des formations sur un sujet précis, sur un canal de monétisation, dans le sens où on va apprendre à faire en sorte que ce projet-là, on puisse en vivre, dans le sens apprendre à publier des livres auto-édités et à les monétiser correctement, tu vois. Ça va pas être apprendre à être freelance. C'est trop large. J'ai envie de faire des choses très concrètes pour que les gens ils puissent piocher les formations dont ils ont envie pour pouvoir se faire un éventail de compétences derrière, quoi. Super. Donc voilà. Work in progress. Quelqu'un a dit, Sinaya a écrit, est-ce qu'Aurore a une aura magique? Parce que là, je viens de faire une vente sur ma boutique pendant ce live. Oh, magnifique. Moi aussi. Félicitations. Non, mais je trouve, c'est parfait pour terminer. Merci beaucoup, Aurore, pour ton temps aujourd'hui, pour ce petit live rocambolesque entre la Colombie et la France. C'était super de pouvoir avoir ton regard sur ce sujet qui est vaste. Hein. Franchement, il faudrait presque faire une take two ou une Q&A tellement en fait il y aurait des choses à dire. C'est vraiment un peu le sujet qui déchaîne les foules. Et moi, j'ai juste 2 recommandations si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet et qui sont hyper intéressantes, des choses simples qui vont très vite à consommer. J'ai vu récemment la vidéo de Marie, les tribulations de Marie, sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez, elle a une grosse chaîne YouTube quand même. Il y a une vidéo qui s'appelle Vivre de son art, la compétence qui a changé ma vie. Où elle parle justement de comment elle a réussi à bien mettre en forme ses réseaux, son Insta, son blog grâce à la photo, à la vidéo, le fait d'apprendre à présenter correctement ses projets pour pouvoir bien les mettre en avant, un sujet dont on a parlé aujourd'hui. Donc ça, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Elle dure pas très longtemps. C'est juste que ça vous donne les bases de un peu comment mettre en avant son travail pour pouvoir vraiment le mettre en valeur. Et il y a un livre aussi que j'ai lu l'année dernière qui est très court, mais qui est plein de bons conseils, et c'est la base du marketing en tant que créatif, en tant qu'artiste, qui s'appelle « Montrez votre travail » de Austin Kleon. Ah oui, parfait, oui. C'est Show Your Work en anglais. C'est 1 heure de lecture. Il est très court, mais alors, il est hyper bien fait. Oui. Et ça permet de bien comprendre le fondement du marketing, le fait de documenter, de travailler son fond, sa personnalité, donc en tant que créatif pour pouvoir le montrer sur Internet derrière. Je crois qu'il est compliqué à trouver en français, donc si vous le trouvez pas, c'est pas grave. Non, il est édité par Pyramide. Non. Ah, c'est Pyramide l'a traduit. Ok, d'accord, parce que la dernière fois je cherchais, c'était sorti des prix incroyables de boutiques qui en profitaient, quoi. Mais en tout cas, voilà, vous le trouvez facilement. Montrez votre travail, vous devez le trouver chez Pyramide. Contre votre travail. Et aussi Kleon, s'il parlait français, je l'amènerais directement sur le sens créatif. Il est c'est trop intéressant et il est super marrant aussi dans sa manière de... Très bon avec les concepts, ouais. Il fait de la bonne pédagogie. Super. Voilà. Merci.
Merci pour ces les deux recos des 2 dernières minutes de Aurore. En direct sur Sens Créatif. Merci beaucoup, Aurore. Merci, On se retrouvera plus tard dans la saison. Avec plaisir. Oui. On devrait avoir un take two, justement, avec Aurore dans quelques mois. Suivez, le Horror Picture Show n'est pas terminé. Pour terminer, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour découvrir le programme du mois d'avril dans notre seconde édition de notre émission Radio Patate. Les artistes qui viendront sur le podcast, l'invité surprise des Keepers of the Keys, réservé aux membres du Patate Club, les actualités du Patate Club d'ailleurs, vous saurez tout. Et en attendant, Aurore, on te souhaite un bon second Twitch dans quelques minutes. Voilà, puis on vous invite à aller voir le Twitch d'Aurore, évidemment. Voilà, et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée. Bye bye. And cut. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, Everything is connected! C'est ces questions-là qui vont se poser. Donc, ton objectif, ça va pas être d'avoir une audience de 40 000 abonnés ou je ne sais quoi. Ça va être de faire du contenu où quand ton client, il va cliquer sur ton lien Insta, il va se dire, ah, dis donc, cette personne. Ah, on a perdu Aurore. On a perdu Aurore. Il n'y a plus d'internet en Colombie. Oui, on l'a perdu, on l'a vraiment perdu. On a perdu Aurore. Bah, finissez la phrase d'Aurore dans le chat. Et celui qui gagne. Je sais plus c'était quoi. On va attendre qu'Aurore revienne. Bon, pas de stress. Personne ne saura jamais la suite.